Démocratiser l'entreprise pour sauver la démocratie et la planète. Voilà le thème au cœur de tables rondes et débats organisés jeudi et vendredi par l'Université de Lille. Nicolas Postel, bonjour. Bonjour. Merci d'être dans ce studio. Vous êtes économiste à l'Université de Lille, titulaire de la chaire socio-économie des communs, si mes infos sont justes. D'abord, dites-nous simplement, quel est l'intérêt d'un tel sujet ? L'intérêt d'un tel sujet, c'est que je crois qu'on traverse aujourd'hui une polycrise sur le plan social, environnemental, économique et bien sûr écologique. Les informations que vous citiez s'inscrivent tous dans ce contexte de crise. Cette crise atteint les fondements de notre démocratie et curieusement, on pose rarement la question de la démocratisation de l'espace où on passe le plus de temps dans notre vie, c'est-à-dire l'endroit où on produit et où se jouent les enjeux sociaux environnementaux de notre temps. Mais qu'est-ce qu'on entend par démocratiser ? Démocratiser l'entreprise, cela permet de poser en regard comment fonctionne aujourd'hui l'entreprise, en particulier sous sa forme multinationale. Vous le savez, ce sont aujourd'hui les actionnaires qui exercent depuis une quarantaine d'années un pouvoir qu'on pourrait qualifier de quasi dictatorial, en tout cas unique, de décision. Et le bilan de cette gouvernance actionnariale, on le connaît désormais, il y a une corrélation, même si ce n'est pas une causalité très forte, entre chaque année les températures du globe de plus en plus élevées et les dividendes versés aux actionnaires de plus en plus élevés, sans que l'on voit véritablement l'efficacité pour le commun, social, environnemental, de cette gouvernance actionnariale. Il y a donc l'idée qu'il n'y a pas véritablement de raison de laisser perdurer un système de ce type et qu'il faut poser la question de comment, ensemble, on fait de notre outil de production quelque chose qui est au service du commun. Non, enfin, si les salariés étaient amenés à penser comme des patrons, ils deviendraient patrons. Alors, les actionnaires ne sont pas toujours les patrons. Les actionnaires possèdent le capital, ce n'est pas les managers. Et donc, il y a toujours une ambiguïté dans le mot patron, évidemment. Est-ce que le patron, c'est celui qui possède ou est-ce que c'est celui qui met en œuvre l'activité collective ? Bien sûr qu'il faut une logique avec des managers. Il y en a tout autant dans les clubs de foot, les associations que les entreprises. Simplement, les donneurs d'ordre, ceux qui déterminent la stratégie, est-ce que ça doit être uniquement ceux qui amènent des financements quelquefois à très court terme, avec des objectifs de très court terme, ou est-ce que ça doit faire l'objet d'une discussion collective, après, avec la mise en œuvre, bien sûr, par le manager. Alors, l'entreprise dans le Nord, ça a un sens particulier. Ça a d'ailleurs longtemps rimé avec une sorte de paternalisme un peu. Qu'est-ce qu'on y gagnerait aujourd'hui à démocratiser ? Et est-ce qu'on peut concilier finalement les performances économiques et puis ce partage du pouvoir ? Effectivement, la métropole et puis la région sont un terrain très important de ce qu'on pourrait appeler une forme d'entreprise ancrée socialement. Vous avez utilisé le mot paternalisme et effectivement, il y a de ça dans cette tradition. Cette tradition qui a ses limites, j'y reviendrai, mais qui montre aussi à quel point nous savons ici dans le Nord, à quel point faire en sorte que le territoire, les gens qui viennent travailler, les enjeux écologiques et bien sûr la rentabilité peuvent aller ensemble. Il me semble que ça a été démontré dans le long terme. Simplement, bien sûr, je pense que le temps est passé de celui dans lequel il y avait un bon maître qui savait mieux que ses salariés ce qui était bon pour tout le monde et qu'il faut bien sûr passer d'une certaine manière à une forme d'organisation collective 2.0 dans lequel l'ensemble des parties prenantes est amené à être entendu, à participer, à se réapproprier le sens de son activité. Mais alors, jusqu'où ? Parce que là, si on vous écoute, ça peut aussi aller trop loin. J'espère que vous serez là demain, tous nombreux, pour nous éviter d'aller trop loin dans la mise en œuvre d'un projet collectif. Trop loin, je ne sais pas trop ce que ça voudrait dire. Ce qu'il faut éviter, c'est que ça aille trop loin dans un sens et que l'on perde le commun. En fait, nous allons trop loin aujourd'hui. Il y a d'évidence dans les crises que l'on traverse, un acteur qui engrange des bénéfices sans jamais prendre de responsabilité, qui n'a pas comme fonction de s'occuper de la vie collective. C'est précisément parce que nous allons trop loin qu'il faut rééquilibrer les pouvoirs. Le bonheur est dans cette notion d'équilibre, de partage.
Et de la même manière, je crois que le pape François indique que les êtres humains doivent s'occuper du monde comme des jardiniers. Eh bien, je crois que nous avons, nous aussi, à nous occuper de l'entreprise comme étant quelque chose dont on prend tous soin. Et quand vous venez citer le pape François sur RCF, on en est ravis. Alors, qui va participer à ces rendez-vous? Des responsables politiques, syndicaux, d'entreprises, universitaires, qui? Oui, on a fait le pari, c'est un pari dont on espère qu'il sera hyper fructueux, de mêler des approches universitaires, toujours un petit peu pointues, et qu'on accuse souvent d'être dans leur tour d'ivoire, des acteurs socio-économiques engagés, dans le syndicalisme, dans des entreprises, dans des coopératives qui sont bien sûr des entreprises et qui cherchent précisément à bouger les lignes, et des hommes et des femmes politiques qui souvent ont pris des positions, ont fait des rapports sur cette question de la démocratisation de l'entreprise, qui est tout à fait dans les temps, puisque vous le savez, ces journées sont à l'appui d'une initiative politique du gouvernement espagnol, et ça sera ouvert par une intervention de Yolanda Díaz, la ministre du Travail espagnole, qui a diligenté un rapport sur comment est-ce qu'on traduit dans la vie quotidienne le principe constitutionnel d'égalité. Alors, mêler ces hommes et ces femmes politiques engagés, ces hommes et ces femmes engagés dans l'entreprise comme salariés, syndicalistes ou comme managers, et puis des chercheurs, on pense que ça dit l'enjeu qu'il y a à penser ensemble et mettre en œuvre politiquement ensuite une possible démocratisation d'entreprise qui ne se fera pas seulement par la bonne volonté. Il faut toujours un acte régalien, il faut toujours un cadre législatif pour que ces choses puissent se faire, et on pense que ce serait une nécessité. Nicolas Postel, je rappelle que vous êtes économiste à l'Université de Lille, titulaire de la chaire socio-économie des communs. Vous venez de citer le rapport, puisque les participants, j'avais oublié de le dire, vont débattre en exclusivité en France. C'est une première ici, de ce travail impulsé par le gouvernement espagnol qui, sur ce sujet, fait figure de fer de lance. Un rapport qui vient confirmer finalement la pertinence du sujet tout en proposant des plans d'action pour la démocratisation de l'économie. Mais qu'est-ce qu'il en ressort? Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Oui, c'est vrai qu'on est ravis d'être à la fois le premier endroit en France à présenter ce rapport et donc à être un petit peu leader sur ces questions. Le gouvernement espagnol a pris à bras-le-corps une forme de retard qui est également présent en France sur la codétermination des entreprises, beaucoup plus présente dans le nord de l'Europe, en disant il est temps de passer à l'action. Comment? En particulier en proposant des dispositifs fiscaux. On sait l'importance dans notre pays de l'aide aux entreprises, qui a été chiffrée entre 160 et 220 milliards d'euros, c'est-à-dire des sommes absolument colossales, sans aucune contrepartie en matière d'espace, de commun et de démocratisation. C'est donc le moment de mettre ça à l'appui d'une double échelle qui est proposée par le rapport espagnol. Quel est le taux de participation des salariés à la décision? Quel est le taux de participation des salariés au capital dans une logique coopérative qui fait l'objet d'une proposition très concrète en fait auprès du gouvernement espagnol? Quand je vous écoute, à partir de quand vos propos deviennent politique et finalement entre dans le débat politique? Faire de l'économie, c'est faire de l'économie politique. C'est donc indiquer quelles sont les questions aujourd'hui de politique économique. On ne fait pas plus de politique quand on dit il y a un enjeu de se poser sur la question du fonctionnement et dysfonctionnement de l'organisation des entreprises que quand on en fait en disant il y a un enjeu de se poser les fonctionnements et dysfonctionnements de telle allocation, de telle organisation du marché du travail. Moi, je suis économiste. Et j'essaie de faire en sorte que les questions économiques, les analyses économiques, elles soient versées dans le débat public et qu'on s'en saisisse. Et comment faites-vous pour éviter le dialogue de sourds entre plusieurs mondes qui se croisent rarement tout de même? Je pense qu'à un niveau macro, il y a des postures et elles n'existent pas que dans le monde politique qui en est saturé actuellement. Dans le concret, les salariés, les managers, ceux qui amènent du capital avec une visée à long terme sont confrontés aux mêmes problèmes socio-environnementaux. Et ils se parlent tous les jours. Simplement, ils n'ont pas, de notre point de vue, le cadre, et ils n'ont pas complètement non plus l'appui intellectuel, universitaire, permettant de dire ce serait quoi la bonne organisation qui ferait qu'au lieu de seulement se croiser, on agisse ensemble. Mais alors, si je vous écoute bien, l'entreprise n'est plus seulement un lieu de production, c'est devenu un espace politique
complet, à part entière. Ça a toujours été c'est toujours un lieu de production. Un lieu de production où on passe sa vie collective, ça a toujours été un lieu dominé par des questions politiques. Et puis c'est aussi un lieu, donc, parce que la politique, c'est pas le vote. La politique, qu'on s'entende, c'est la politique de la cité. C'est évidemment la manière dont on se comporte sur le plan éthique et politique avec ses semblables, ses prochains. Donc dans l'entreprise, il y a cette question, elle a toujours eu lieu. Elle a pris des formes très diverses dans le temps. Et c'est assez récemment qu'elle a pris une forme avec une sorte de jeu de mots. Celui qui possède l'action posséderait aussi l'entreprise, posséderait la vie des salariés qui y passent leur temps, posséderait la culture et l'information collective qui y est accumulée, posséderait ce qu'il y a comme rapport particulier entre cette entreprise et les clients. Bref, cette espèce d'abus de langage, je pense, pose des difficultés un peu à tout le monde. Et donc, évidemment, quand on le repère, il faut essayer de traiter le problème. Avec l'organisation du travail, le partage de Absolument. la valeur, l'impact environnemental, Absolument. la stratégie. On a oublié de dire précisément, concrètement, où se passe ces débats. Est-ce qu'ils sont ouverts? À qui ça s'adresse? Ou est-ce qu'on se renseigne? Ouais, même quand on essaye d'être concret, les universitaires planent, vous avez raison, j'ai oublié de le dire, à Sciences Po Lille, demain après-midi, entre 13h, accueilli à partir de 13h, et puis jusqu'au soir, avec une dernière plénière qui réunira Claire Nouvian et Cyril Dion, avec donc une présentation très large au fond de ces enjeux démocratiques. Et puis le lendemain, à l'Iliade, un magnifique espace situé à Campus Cité Scientifique, métro Cité Scientifique, toute la journée, le matin de 9h à 12h et puis de 14h à 17h, avec là encore énormément de richesses, d'intervenants. Et je pense que le programme que vous pouvez consulter sur le site, en tapant Université de Printemps, démocratie et entreprise, un programme que je pense pouvoir dire de très alléchant. Et de très haute qualité. Alors, Vous le dites. Un sujet qui peut paraître annexe ou anodin, mais tout de même. Alors, des études, il en existe beaucoup sur le rapport au travail, mais il y a par exemple celle d'Ipsos, mai 2024, c'est pour une école d'ingénieurs, c'est pour le CESI, la Gen Z, cette nouvelle génération, entre 97 et 2010, qui arrive sur le marché du travail dans les entreprises et qui ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde que leurs aînés, d'après par exemple cette étude, puisque 57% des employeurs jugent que la Gen Z est moins investie au travail que ses aînés, 72% moins fidèle à l'entreprise, 53% moins respectueux de la hiérarchie. Toutes ces réalités, elles viennent aussi dans cette perspective, dans ce sens, la porte est ouverte. Bien sûr, et j'espère que 100% des gens qui lisent le sondage comprennent que le problème n'est sans doute pas chez les jeunes et l'avenir, mais sans doute dans un fonctionnement au fond un peu vieillot et à toiletter du fonctionnement de nos organisations productives. Si les jeunes n'y trouvent pas de sens, il y a un sujet, c'est notre sujet, et j'ai envie de dire que ce sujet qui est porté par la jeunesse est souvent un sujet, vous l'avez dit, en termes de sens. Je lisais ce matin, avant de venir pour cette interview, qu'il y avait un autre sondage, il y a toujours plein de sondages, qui indiquait que 82% des Français souhaiteraient que l'entreprise soit plus démocratique. Bon, on dirait que ce que pensent les 18% d'autres est un peu surprenant avec une question pareille, mais enfin on voit bien du coup qu'il y a un enjeu très important d'appropriation. Et ce que nous disent les sondages, on sait bien toujours que les anciens trouvent que les jeunes ils charrient un peu, mais ce qu'ils nous disent les jeunes, il faut l'entendre en termes de, réformons-nous. Et alors, encore deux chiffres. Toujours d'après cette étude, vous parlez du sens, on parle aussi des attentes. C'est peut-être l'une des clés d'ailleurs de compréhension de ces chiffres qui peuvent paraître un peu contradictoires, mais 74% de la Gen Z, donc de cette nouvelle génération, 74% veulent travailler dans une entreprise avec des valeurs en accord avec les leurs. Oui. Alors déjà, ça peut paraître surprenant pour les plus anciens. 80% estiment que l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle est le premier critère pour choisir la vie en entreprise. Ça veut dire que la valeur travail a changé ? Oui, je pense que le travail est toujours absolument central dans nos constructions. Et je pense que quand on dit l'équilibre, on pense souvent à un équilibre en termes de temps. Mais je pense qu'il y a un équilibre en termes de sens. C'est-à-dire quand on se lève le matin, je crois que vous et moi, on se dit on va essayer de faire en sorte que le monde, par notre action, soit pas pire que ce qu'il était, par notre action, que ce qu'il était quand on s'est levé. Et on ne peut pas, de ce point de vue, distinguer le temps qu'on passe à produire et le temps que l'on passe à être dans différentes formes associatives, ou religieuses d'ailleurs, dans son temps privé. Il y a donc là
un enjeu de réappropriation du sens qu'il y a à aller travailler. Et nous pensons que ce sens au travail, qui est un phénomène absolument majeur de cohésion sociale, il suppose qu'on repense l'organisation de l'entreprise. Si vous me donnez encore une seconde pour indiquer que un autre sondage signalait, en particulier analysé par Thomas Coutreau, qui sera là demain, à quel point il y avait une très forte relation entre l'absence de sens au travail, des positions de difficulté, des positions de domination au travail dans l'exercice des tâches, et le vote aux extrêmes, en particulier à l'extrême droite. Et donc, il y a là quelque chose qui nous renseigne sur cette continuité. Nous n'avons qu'une âme et qu'un corps quand on travaille et quand on ne travaille pas. Nicolas Postel, économiste à l'Université de Lille, titulaire de la chaire socio-économie des communs. On comprend dans les propos que vous tenez que vous êtes au contact de cette nouvelle génération dont on parle. Oui. Mais qu'est-ce que vous leur dites à celles et ceux qui ne sont pas forcément au contact, ne s'y retrouvent pas et s'interrogent, se posent des questions, se sentent un peu brusqués dans leurs habitudes? Je leur dis, effectivement, je suis au contact, c'est un peu mon métier, je leur dis qu'on peut considérer que l'économie nous pose des difficultés, mais qu'aucune société n'a jamais pu se passer l'économie. Et donc la question, c'est de se réapproprier effectivement cette manière de faire de l'économie, le sens, qu'est-ce que l'on veut, par exemple, est-ce que l'on veut produire toujours plus ou est-ce que l'on veut produire mieux, comment est-ce qu'on arrive à satisfaire nos besoins dans un environnement dont on sait désormais qu'il est extrêmement contraint environnementalement. Et donc je leur dis, écoutez, justement, ouvrez les fenêtres, les portes et allez prendre votre place dans ces débats. Et il faut faire en sorte qu'ils soient accueillis. Alors le plus simple, c'est de taper dans un moteur de recherche, comme je viens de le faire à l'instant, Université de printemps démocratie ou Université de printemps démocratisation, et on tombe directement sur cette page de l'Université de printemps. Et on vous accueille volontiers. Et on a oublié de dire à qui, parce que vous avez dit qui participe, mais à qui ça s'adresse? Ça s'adresse à tous ceux qui ont envie de venir discuter de cette question. Évidemment, souvent, plus ils sont proches du sujet dans leur travail, plus ça les concerne, mais c'est tout à fait ouvert. Il y a une inscription en ligne, vous le verrez. Et puis, si on est, disons, réfractaire aux organisations et les inscriptions en ligne, on peut venir sur place, s'inscrire sur place dans la limite des places disponibles. Et par ailleurs, il y aura une retranscription également en direct sur la Web TV Université de Lille, en tout cas pour le jeudi. Nicolas Postel, économiste à l'Université de Lille, titulaire de la chaire socio-économie des communs. Merci d'avoir pris le temps de venir répondre à ces questions. L'entretien va être à retrouver sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France et sur le site rcf.fr, région Hauts-de-France.